comme du super Heidegger. Et le fait que nous n'avons pu, disons, écrire cette préface de manière durable, qu'elle n'a pu être publiée, ça n'est pas exactement un effet de l'héritage ou des réquisites de Heidegger lui-même, c'est un effet, je dirais, fédieresque. Hein, c'est un effet du passage de Heidegger en français via les ayants droit de Heidegger et la manière dont ces ayants droit de Heidegger ont été, je sais pas, entendus, surentendus, surjoués par les Heideggeriens français. Que, alors là, je connais comme ma poche pour avoir été moi-même, par exemple au séminaire du Thor avec Heidegger et avec Beaufrey, avoir été l'élève de Beaufrey. Enfin, je connais tout ça par cœur et c'est passionnant. Et à la fois, j'en retire un grand respect pour les opérations qui sont qui ont été faites, c'est-à-dire, disons, je les trouve extrêmement intelligentes, et en même temps un grand dégoût de ces opérations et du Heidegger en français. Lire Heidegger en français, pour moi, est encore plus insupportable que de le lire en allemand. Et le lire lire par exemple le discours de rectorat dans la traduction de François Fédier, quand il traduit l'université envers et contre tout elle-même, pour la Selbstbehauptung. Bon, hein, l'université envers et contre tout elle-même, c'est très mignon ça, c'est adorable, c'est une manière de tenir bon la relation professeur-étudiant, etc. Bon, et ce que c'est que la culture, est-ce que c'est que la philosophie, Or, Selbstbehauptung, ça voulait quand même dire à l'époque un peu autre chose. Bon, c'était quand même plus nazi que ça. Bon, donc l'opération de dénazification et de sur-heideggerianisme opérée dans le français, qui fait que d'ailleurs les textes de Heidegger sont très difficilement intelligibles en français, il faut quand même bien le dire, hein, il faut quand même bien le dire. Et les traductions les plus autorisées dans cette veine d'heidegerianisme galopant, c'est-à-dire par exemple la traduction de François Vézin de l'être étant, mais c'est juste incompréhensible, c'est tout. C'est pas la peine d'aller chercher autre chose. C'est incompréhensible. Et c'est incompréhensible pour plusieurs raisons. C'est incompréhensible parce que ça applique au texte heideggerien ou à l'idiome heideggerien les interprétations, le type de plongée interprétative que Heidegger opère, par exemple, sur les Grecs. C'est-à-dire à la fois une étymologisation à tout crin et une défaite de la syntaxe. Hein, qui sont, à mon avis, qui sont les deux caractéristiques de l'opération heideggerienne, par exemple, sur les présocratiques, qui fait que quand vous lisez un présocratique traduit par Heidegger, vous pouvez très bien lire quelque chose de l'ordre de Lao Tzu. Hein, je veux dire, vous lisez une sagesse comme ça, désyntaxique et incroyablement c'est multisémantisé. Voilà. Bon, c'est pas nouveau ce que je raconte. Je veux dire, cette perception à la fois de la langue de Heidegger et de la traduction française de Heidegger, elle est relativement courante. Bon, donc disons que sur ce plan, c'est le point c'est le point sur lequel je différerais avec le plus de force de la perception d'Alain Badiou sur la langue de Heidegger. Mais encore une fois, reste à savoir et reste à décider quelle est la part de l'allemand et quelle est la part de l'idiome heideggerien et comment ça s'articule. Et enfin, quelle est la part de cette langue universelle, je mets tous les guillemets du monde, qu'est la langue philosophique. Bon, voilà. Mais, pardon. Non, je voulais faire deux ponctuations sur ce que tu as dit. La première, c'est qu'évidemment, quand même, m'attribuer la thèse que la langue n'est qu'un habit de la pensée, c'est un peu me traiter comme un élève de baccalauréat, tout de même. Hein, voilà. Mais non, mais pas comme Platon. Même Platon ne dit pas ça. Et en plus, ce problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas de savoir si la langue est un habit de la pensée ou si elle fait corps avec la pensée, etc. Le problème est de savoir si l'objectif de la philosophie n'est pas de produire des énoncés tels qu'ils ne soient pas réductibles à la singularité ou à la particularité d'une langue. C'est un tout autre problème. Donc c'est la question de savoir s'il est possible que la langue soit autre chose que collée à l'anthropologie de ses différences. Voilà.
effectivement, tout le monde va dire mind et esprit, c'est pas la même chose. C'est une affaire entendue. Mais qu'est-ce qui, utilisant ces deux langues distinctes, peut cependant transiter de telle sorte que ça demeure comme quelque chose qui intéresse l'humanité tout entière. C'est quand même ça qui est intéressant. Hein. Sinon, autant dire que nous constituons une collection de tribus dont l'intertraductibilité sera toujours indéfiniment problématique. Ce qui reviendrait à dire que la philosophie n'a pas et ne peut pas être autre chose qu'un des jeux de langage parmi d'autres. Ce qui satisferait peut-être Wittgenstein, mais qui moi ne m'intéresse absolument pas. Si la philosophie est ça, je n'en aurais jamais fait. Je n'aurais jamais fait. Je suis convaincu et j'expérimente que la philosophie, c'est ce qui me permet de me faire comprendre par des opérations qui sans doute sont assez retorses, mais qui en fin de compte me permet de faire comprendre ce que je veux dire à un Chinois ou à un Hottentot, sans qu'il ait pour cela l'obligation absolue d'apprendre le français. Voilà. Donc la philosophie, c'est une tentative de traductibilité aussi transparente que possible. Et cette traductibilité, naturellement, est gagée par la conviction qu'il existe un possible partage de quelque chose. Alors, ne donnons pas tout de suite le nom de ce que c'est. Il existe un possible partage de quelque chose qui n'est pas constitué par la langue, dont la langue n'est pas le transcendantal. En réalité, le transcendantalisme langagier, qui est devenu comme un lieu commun du XXe siècle, je m'y oppose absolument. Je pense que la philosophie n'a aucun intérêt s'il est enclose dans le transcendantalisme langagier. La pesanteur de la langue est déjà suffisante pour que on ne l'érige pas philosophiquement, parce que la thèse qui a un transcendantalisme langagier est évidemment une thèse philosophique, que la philosophie vienne en plus en renfort de cela. Alors que la philosophie ne peut se définir que comme un opiniâtre combat contre précisément la prescription langagière et son relativisme latent. Et c'est ça, moi, que j'appelle platonisme. Et ça n'inclut pas la théorie de la langue comme pure vêture. Au contraire, la langue est certainement la matérialité de la pensée. L'écriture est ce dans quoi la pensée va se donner. Mais si on introduit brutalement la thèse d'une espèce d'adhérence et d'inhérence irréductible de ce qu'on peut appeler la pensée ou les concepts ou les vérités comme on veut à cette matérialité langagière, eh bien on est en deçà de ce qui a été en effet, alors là, prescrit par Platon comme normativité philosophique. Quand Descartes dit que ça pourrait se dire en bas breton, eh ben, il dit que ce qui, de sa pensée, mérite d'être entendu, doit pouvoir l'être en bas breton. Et ça, c'est quand même bien vrai, tout de même. Hein. Et sinon, hein? Il dit pas seulement ça. Ça renvoie quand même à l'impératif de clarté et de distinction. Mais ça renvoie à l'impératif de clarté et de distinction, mais ça c'est les modulations selon lesquelles on peut le faire. Ça revient bien à dire que ce qui lui est essentiel de dire pourrait aussi bien se dire dans une autre langue. Voilà. Oui, mais l'impératif de clarté et de distinction, c'est là que je suis un peu surpris quand vous revendiquez le cartésianisme à propos de Heidegger, parce que là, il y a quand même une sérieuse tension. D'autant qu'Heidegger lui-même a prétendu qu'il avait lieu, quand il disait la philosophie, d'être incompréhensible. Non, mais je ne suis pas en train de défendre Heidegger, là, pas du tout. Ah ben non, je suis en train de défendre Platon, comme toujours. Non, pas de méprise. Heidegger, lui, un des grands péchés de Heidegger, c'est d'être de l'avis de Barbara. C'est ça. C'est-à-dire de penser plus que quiconque, qu'il y a une inhérence langagière. Alors avec tous les formules sur le dicte, le dire, etc. Moi, j'ai toujours souligné une complicité fondamentale de Heidegger et de Wittgenstein dans la constitution du transcendantalisme langagier au XXe siècle, du tournant langagier. Sur ce point, ils sont d'accord, eux qui sont en désaccord sur presque tout. Ils sont quand même d'accord sur ce point. À savoir qu'ils ont promu un type d'inhérence transcendantale, en réalité. C'est un kantisme langagier. C'est un kantisme langagier. Les catégories fondamentales de la pensée sont... Et d'ailleurs, l'effet est le même que dans le kantisme. Il y a une soustraction de l'ontologie.
C'est-à-dire que ce dont on ne pourra pas parler, en tout cas, c'est l'être, puisque il est transcendentalement constitué, soit par les catégories chez Kant, soit par le langage dans ce type de pensée. Donc c'est pas étonnant que l'ontologie soit leur adversaire, puisque l'ontologie, ça prétend que quelque chose d'absolument universel, alors, qui est l'être en tant que tel, peut être mis en partage dans la pensée, sans qu'on objecte à cela une constitution quelle qu'elle soit. Que ce soit la constitution perceptive dans le cas de la critique kantienne, ou que ce soit la constitution langagière dans le cas simultanément, en réalité, de Heidegger et de Wittgenstein. Donc c'est ce point que je voulais d'abord souligner. Ensuite, et effectivement, en ce qui concerne alors Heidegger, il paye le prix de ses propres affirmations concernant l'inhérence langagière des choses. Ça, je suis absolument d'accord. C'est pour ça que je rejoins Barbara là-dessus. Et le problème est en effet de savoir dans quelle mesure cette inhérence qu'il a proclamée et voulue contamine ou a à voir avec l'allemand en tant que tel. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'allemand était une langue... Oui, mais est-ce que l'allemand, quel est le rapport entre, là aussi, on va évidemment poser la question, quel est le rapport entre l'allemand de Heidegger et l'allemand qui n'est pas de Heidegger? Évidemment, notre thèse sur laquelle nous sommes absolument d'accord, c'est qu'il n'y a aucune raison que l'allemand de Heidegger porte jugement sur l'allemand en tant que langue. Sur sa philosophie. Ah non, mais sur sa philosophie, moi je suis pas heideggerien du tout. Je prétends que Heidegger est un grand philosophe, mais je prétends aussi que Wittgenstein est un grand anti-philosophe, et que je prétends qu'Aristote est un immense philosophe. C'est mon ennemi personnel, si je puis dire de même. Puisque c'est lui qui est hégémonique aujourd'hui, sournoisement, en fait, Aristote. Tout le monde est aristotélicien, en réalité, hein. Et on part pour au moins deux raisons. D'abord, il touche à quelque chose du formulaire langagier, sa manière à lui. Et deuxièmement, c'est un homme de la modération, du juste milieu. Et c'est au fond la philosophie qui a toujours historiquement convenu aux classes moyennes. Voilà, c'est ça, Aristote. Et en plus, c'est le créateur du discours de l'université. Ça, on le voit très bien. D'ailleurs, c'est une différence abyssale avec Platon. Chez Platon, rien n'est académique. Rien n'est saisissable autrement que dans des théâtralités, des dérivations, des brusques plongées. On ne sait même pas exactement toujours qui parle, de quoi c'est le point de vue. Alors qu'Aristote, ça commence comme une bonne leçon. Sur tel sujet, on pensait un tel, il a vu une partie de la question mais pas tout. Un autre tel, il a vu une partie de la question mais pas tout. Un autre tel, il s'est pas mal trompé. Et moi, je donne la solution véritable, voilà, en dernière partie du développement. Et ça, c'est une invention aristotélicienne très puissante, très géniale, qui va parcourir les siècles de didactique philosophique élémentaire. Mais pour en revenir à l'origine de la discussion, s'agissant de Heidegger, je pense qu'en réalité, il y a quand même je voudrais revenir à notre accord, là, après cette excursion désaccordée. Je voudrais revenir à notre accord qui est très important, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire française de Heidegger, très capitale. En un certain sens, Heidegger a été sauvé sur le front de la philosophie par les Français. Et ça, c'est une opération tout à fait singulière. Et il y a eu les grands heideggeriens, et il a été sauvé, si tu veux, de manière même anticipée. Il est tout à fait stupéfiant que quelqu'un qui était en réalité un platonicien convaincu et un philosophe extrêmement profond des mathématiques comme Lothman, qui a été en plus un résistant et un juif finalement assassiné par les Allemands dans un convoi à Bordeaux, et cru et sincèrement pensé que Heidegger était homogène à ce qu'il pensait, et ça dans les années 30. Et Hannah Arendt considérait jusqu'au bout qu'il avait été un philosophe capital, etc. Donc, il a un phénomène de salut de Heidegger par l'extérieur, si je puis dire. Jusqu'à aujourd'hui, les Allemands sont restés en général assez soupçonneux, il faut bien dire. Ils n'ont pas aisément réintégré Heidegger, ça absolument pas. Et c'est comme vous le...
Eh bien, pourquoi les Français? Les Allemands sont, comme vous dites, plus que réservés. Eh bien, d'abord, je pense parce que les Français n'avaient pas le même problème langagier dans le rapport à Heidegger. Voilà. Ils n'avaient pas le même rapport langagier. Ils ont fabriqué un Heidegger. Alors, Barbara dit un Heidegger encore plus heideggerien que Heidegger. Moi, je dirais, ils ont fabriqué un heideggerien plus universel que Heidegger n'était. C'est-à-dire, c'est plutôt ça. Ils l'ont, en effet, pour ceux que je retiens, pour les interprètes que je retiens, qui sont pas Fédier ni Vézin, pour les interprètes que je retiens, qui sont là Coulabart, ou déjà Sartre en vérité, ou Merleau-Ponty, c'est-à-dire les gens qui ont fait réellement quelque chose de Heidegger, qui ont fait quelque chose de français de Heidegger, je pense qu'ils l'ont à la fois dénazifié, mais dégermanisé aussi. Ils l'ont éloigné de la langue allemande, ça c'est vrai. Et cette opération est légitime si elle fait apparaître un noyau rationnel de Heidegger qui peut être projeté. C'est pas ma tasse de thé, moi. Hein, c'est pas ma tasse de thé, mais je maintiens que il est, eu égard à tout ça, possible de dire, premièrement, que Heidegger, en effet, a absolument communiqué avec le nazisme, a été un nazi ordinaire, provincial et douteux, et que cependant, il y a un noyau philosophique puissant chez Heidegger, et un noyau philosophique si puissant qu'aujourd'hui encore, X années après, un demi-siècle après, eh bien, il transite et fait l'objet d'appropriation et d'évaluation dans toutes les langues où la philosophie existe. Voilà, on est complètement d'accord. Ce qui m'intéresse mais simplement, ce en quoi pour moi et pour toi, Heidegger est grand philosophe n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Hein. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que pour moi, Heidegger est un immense philosophe en ce qu'il rend intelligible de manière jusqu'à présent absolument, d'une manière qui n'existait vraiment pas avant lui, l'histoire de la philosophie. C'est vraiment, pour moi, un immense historien de la philosophie, le seul qui soit capable de refaire quelque chose d'autre après Hegel. Et Hegel était probablement le seul qui était capable de faire quelque chose d'autre après Aristote. Hein. Donc on a Aristote.